bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus assister à cette quatrième séance du séminaire cycle de rencontres fiction littéraire contre storytelling, forme, valeur, pouvoir de la littérature aujourd'hui. Et donc Emmanuel Bouju va avoir le plaisir de présenter plus en détail nos invités et la séance. Mais donc je mentionnerai quelques mots rapides d'abord pour présenter justement mon honorable collègue Emmanuel Bouju, qui est professeur de littérature comparée à l'université de Rennes 2 et également professeur invité à l'université de Harvard. Il est spécialiste, très éminent spécialiste des littératures européennes contemporaines, et en particulier des enjeux politiques et philosophiques que recèlent ces littératures dans leur rapport à l'histoire. Et avec les membres du groupe PHI, l'équipe de recherche en poétique historique et comparée qui co-dirige à Rennes 2, il a publié plusieurs ouvrages de théorie littéraire en lien avec certaines notions éthiques fondamentales, des ouvrages qui sont devenus pour la communauté scientifique des ouvrages de référence, comme Littérature et exemplarité en 2007, ou L'autorité en littérature 2010, et plus récemment L'émotion, puissance de la littérature 2012, et enfin un dossier qui vient tout juste de paraître dans la revue Raison publique, intitulé La fiction politique, dont il dira certainement quelques mots, puisque nos invités de ce soir y ont participé. Alors, il dirige actuellement un programme de recherche en littérature intitulé Pouvoir, puissance, force. Et donc, tout était réuni pour faire de lui l'intervenant idéal ce soir dans ce cycle de réflexion sur les formes, les valeurs et pouvoirs de la littérature aujourd'hui. Donc, j'ai dit qu'il présenterait nos invités, mais juste un mot pour faire part d'une impression de lecture, puisque j'ai lu en fait à la suite les 3 derniers ouvrages parus chez Vertical de nos 3 invités, L'état des sentiments à l'âge adulte de Noémie Lefebvre en 2012, qui évoque une expérience de travail social comme auxiliaire de vie auprès d'une personne âgée, Le paradis entre les jambes de Nicole Caligaris en 2013, qui reprend le fait divers atroce et fameux du japonais cannibale, et Si les bouches se ferment d'Alban Lefranc de 2014, qui revient sur la formation de la bande à Bader. Et la façon dont ces 3 écritures très différentes abordent chacune un sujet qui suscite ou a suscité tout un déversement de storytelling médiatique, dont elles l'abordent en réussissant chacune à éviter totalement les routes tracées par le discours kitsch. Donc ces 3 réussites littéraires, finalement, m'ont fait penser ensemble à une réflexion d'Édouard Glissant dans un texte de 2009, intitulé Faire l'histoire, écrire l'histoire. Donc je finirai par cette citation. Glissant parle c'est à propos de Faulkner, et donc il évoque, je le cite, cette nouvelle donne de l'écriture, qui n'est plus l'écriture positive, qui affirme, décrit, conclut, l'écriture directe du récit, mais qui est l'écriture qui dit tout en différant de dire et en disant toujours pour atteindre à l'absolu du dire, qui dit la malédiction sans la dire, tout en la disant toujours, et atteint à l'absolu du dire qui n'est ni le récit, ni la fiction, ni l'histoire. Et Glissant conclut, je crois que c'est la révolution la plus importante de l'histoire de l'écriture littéraire, en tout cas dans les cultures occidentales du XXe siècle. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Daniel. Les filles diraient que tu m'as spoilé mon introduction, mais malgré tout, comme il y avait beaucoup de compliments, je ne t'en veux pas. Donc je voudrais remercier vivement Daniel Perrault-Corpet de m'avoir proposé de participer à son programme Fiction littéraire versus Storytelling, et je voudrais remercier les 3 écrivains ici présents d'avoir accepté notre invitation, remercier Olivier Chenonceau pour son invitation dans ces lieux magnifiques dans le cadre d'une programmation absolument impressionnante. Alors, je voudrais simplement dire d'abord quelques mots, non seulement pour présenter les 3 écrivains ici présents, mais aussi pour faire un petit bout de chemin entre
le titre même de la programmation, fiction littéraire versus storytelling, et c'est même fiction littéraire versus storytelling number 4, numéro 4, puisque le titre, le programme annonçait ce titre, faire un petit bout de chemin qui mène de cette formule aux œuvres de nos trois auteurs et à la conversation que nous allons mener ou qu'ils vont mener pendant cette séance. Dans les séances précédentes du programme, je ne sais pas, certains d'entre vous y ont assisté et d'autres pas, le numéro 1, l'introduction par Christian Salmon, le numéro 2, c'était la rencontre avec Olivier Cadiot, numéro 3, la journée d'études à la Sorbonne et un débat en particulier qui s'est terminé par un débat entre Françoise Lavocat et Yves Citon. Dans ces séances précédentes, la discussion a porté sur la puissance du storytelling et sur la puissance en retour, si elle existait, de la fiction littéraire, une sorte de puissance adversative, le versus storytelling, peut-être même une sorte de poussée d'Archimède, plus le storytelling est puissant et plus la fiction littéraire réagit puissamment à sa contrainte. Et alors je n'ai pas assisté à tous les éléments, mais disons qu'il m'a semblé que plusieurs inflexions étaient apparues autour de deux pôles. D'abord le pôle donc, de la fiction, de sa dimension et de son statut variable. Pour certains, alors ça servira un peu d'introduction au débat pour que vous sachiez de quoi il est question quand même aussi, vous, dans ce programme. Pour certains, ce qui dans la littérature combat le mieux le storytelling du régime politico-économique contemporain, c'est précisément donc l'usage de la fiction comme représentation alternative du réel, fabrication de myriades de mondes possibles qui contrarient l'univocité du storytelling. Quand pour d'autres, ce n'est pas des oppositions très strictes, mais disons, pour donner des perspectives, quand pour d'autres, il n'y a pas de fiction au sens strict, car tout est fiction, fiction calque et non fiction tiroir, disait Yves Citon, et fiction littéraire, dans le titre du programme, serait alors plutôt un qualificatif pour désigner les moyens d'une contre-fiction, comme l'appelle Yves Citon, ou d'une fiction contre-politique, libératrice ou émancipatrice. Mais pour d'autres, encore, ce n'est pas forcément la fiction, disons, au sens strict, qui combat le storytelling, plutôt la mise en récit, ou voire même la mise en forme, et pas forcément en récit, antisystémique, on aurait dit autrefois contre-culturel, maintenant on dit plutôt antisystémique, de la création textuelle. Donc les récits de soi, récits d'autrui, les enquêtes de type journalistique, on peut penser non seulement à la participation d'Annie Ernaux au programme récent, mais aussi de Svetlana Alexievitch, par exemple, comme type même d'une écriture qui, recueillant les témoignages, s'opposerait au storytelling du pouvoir. Donc un premier pôle de discussion autour de ce qu'est cette fiction littéraire, ce qu'elle peut représenter. Et puis un deuxième pôle, m'a-t-il semblé, autour du versus, c'est-à-dire qu'est-ce qui exactement dans l'écriture littéraire combat ou contrarie l'influence du storytelling. Yves Citon, pour revenir à lui, énonçait dans un texte qui a été un peu débattu lors de la journée d'études, dans un texte un peu au 3e degré sur les contre-fictions en médiocratie, énonçait par exemple 10 principes d'hygiène esthétique contre-fictionnelle vraie, pour reprendre un peu ces thèses: faire silence, faire attention, accueillir les formes, favoriser l'entrejeu horizontal des conatus. Ça, c'est le retour du spinozisme dans la pensée contemporaine. Mais aussi dire tout et son contraire, ça c'est déjà plus pratique. Et surtout, on pourra peut-être y revenir aussi, l'une de ces sinuosités contre-fictionnelles, c'était dégager la description de l'emprise de la narration. Donc revenant sur un des leitmotifs qui pendant longtemps étaient ceux de la contestation justement d'une forme de la littérature qui serait finalement trop en prise avec le storytelling. Mais Olivier Cadiot, dans l'entretien qu'il a mené ici avec Gisèle Sapiro, qui fait partie de ceux qui contestent l'emprise du tout narratif, c'est dans son œuvre, ne situait guère quant à lui son travail d'écriture, je résume très rapidement, sous les auspices du versus. C'est-à-dire que pour lui, son travail d'écriture n'est pas un travail de la confrontation au storytelling, ce n'est pas un travail du combat face à face, front à front contre le storytelling, plutôt
sous les auspices d'un écart ou d'un pas de côté, d'une sortie hors des rangs des meurtriers, dirait Kafka, plutôt qu'un combat frontal avec le discours de la société et du temps. Et alors il m'a semblé, pour ma part, utile, un peu dans la ligne des remarques faites par Cadio, d'insister surtout pour ce quatrième temps, donc numéro 4, sur le travail de la forme, de la voix, dans le travail littéraire et dans la confrontation au storytelling. D'où la proposition d'aborder à nouveau cette question, comment raconter des histoires sans raconter d'histoires, telling stories versus storytelling, avec l'aide de 3 écrivains dont la conscience politique est très aiguë ou très aiguisée, et pour qui, néanmoins ou précisément, c'est la forme même de l'écriture qui fait sa force. Donc 3 écrivains pour qui la puissance politique de la littérature, on a commencé donc à en discuter un peu ensemble lors de cette journée d'études à l'automne 2012, je crois. 3 écrivains pour qui la puissance politique de la littérature réside dans le détail précis des choix d'énonciation, du style, de la langue, dans le mouvement narratif, dans l'adresse au lecteur, aussi bien que dans la définition de ces objets d'écriture. Pour avoir une idée plus précise d'ailleurs de ça, je vous renvoie aux 3 textes que Nicole, Alban et Noémie ont publiés dans ce dossier sur la fiction politique, sur lequel peut-être je reviendrai dans le fil de la conversation. 3 auteurs donc exigeants, exemplaires d'une certaine ambition de la littérature dans sa confrontation au réel. Alors peut-être donc, Nicole Caligari, ici présente, auteur de Barnum des Ombres, au Costegny, dans la nuit de samedi à dimanche, Le paradis entre les jambes, entre autres. Je vais revenir un petit peu juste au dernier texte, c'est là où Daniel a un peu spoilé mon intervention. Noémie Lefebvre, auteur de L'autoportrait bleu et de L'état des sentiments à l'âge adulte, et Alban Lefranc, Vous n'étiez pas là, Fassbinder, La mort en fanfare, Le ring invisible, et Si les bouches se ferment, qui prolonge et réécrit un texte antérieur, je crois, Des foules, des bouches, des âmes. Alors ce sont 3 auteurs verticales aussi, de la maison d'édition verticale, mais ce n'est pas une déclaration publicitaire pour un éditeur, hein, je n'ai aucun profit à cela. Ce n'est pas une déclaration de ligne éditoriale, même s'il existe sans doute une ligne éditoriale chez Vertical, mais je n'en suis pas responsable, je ne la connais pas. C'est, disons, plutôt le signe d'une certaine connivence, d'une certaine sensibilité sous laquelle placer cette rencontre. 3 auteurs également, et pour avoir une idée un petit peu de cette connivence, cette sensibilité, je voudrais revenir sur les œuvres les plus récentes, peut-être très rapidement, hein, même si vous êtes déjà passé à autre chose, enfin, même si vous écrivez autre chose, je pense que ce serait quand même bien pour le public d'entendre un petit peu ce qui se joue dans ces 3 derniers textes. Donc, quelques mots sur Le paradis entre les jambes, d'abord peut-être de Nicole Caligari, qui n'est pas un livre érotique. Ceux qui ont acheté le livre pour ça peut-être sont un peu surpris, mais bien qu'il y ait de l'éros dedans, hein, mais qui est donc un extraordinaire livre d'initiation au pire du réel et à la façon dont l'écriture peut trouver à s'établir envers et contre lui, si on veut, puisqu'il y a à l'origine, et donc Daniel le rappelait, et du livre, à l'origine et du livre et de l'expérience adulte, en quelque sorte, de son auteur, la proximité de cet acte horrible, barbare, finalement en partie impuni, celui commis en 1980 par l'étudiant Issei Sagawa, donc plus connu sous la formule du, enfin d'ailleurs de ce japonais cannibale dans la presse française, un étudiant que Nicole a fréquenté sur les bancs de l'université, en même temps que sa victime, René Artevelt, au moment même du fameux fait divers. Un fait divers, donc, il m'a semblé intéressant, aussi dans le cadre de cette discussion sur le storytelling, de revenir un peu à cette question du fait divers et à la façon très particulière dont elle est abordée dans ce texte. Un fait divers qui est l'une des formes intéressantes en théorie, là bien qu'effroyable en pratique, du storytelling,
par lequel l'impensable est inscrit, voire incorporé dans nos vies. Et ici, il se voit réinséré dans une toute autre forme de récit personnel, coûte que coûte, et malgré la répugnance qu'engendre non seulement l'acte, mais aussi, titule dans ce texte, l'autoscopie qu'il entraîne, malgré la répugnance que cette autoscopie qu'entraîne l'acte, et aussi le fait de redécouvrir des lettres écrites, échangées avec Issei Sagawa après le meurtre, entraîne. Donc, j'avais, pour ne pas faire que parler, j'ai pensé peut-être laisser un tout petit temps de lecture pour chacun des textes, si ça vous va. Peut-être, on a quand même convenu d'un passage qui ne soit pas trop sanglant. La littérature ne restitue rien de la paix champêtre qui pourvoit au bien-être et au commerce des hommes. Elle ne peut pas se passer de fréquenter les interrègnes sans lumière, incandescents et gelés, dont Milton fait la bauche de Satan. D'y descendre, aveugle, le cœur serré d'espoir, à la recherche de quelque beauté indispensable que la surface trop riante des terres riches en blé aurait laissé ravir, par l'acte éclair d'un être immonde, serpent odieux, qui voit, qui veut et prend dans la même impulsion. La littérature ne peut pas se dispenser de la confrontation aux scandales supérieurs qui détruisent l'ordre civilisé et exposent l'homme au danger de son essence. À moins de s'en tenir à la fonction ornementale qu'on lui accorde pour la désamorcer de tout pouvoir, la littérature ne saurait être inoffensive et même pas admissible. L'écrivain sait qu'il est coupable d'assister Perséphone, coupable de se laisser monter par Hadès. Il sait qu'il est coupable de ce travail des obscurités, des élans redoutables que l'harmonie n'admettra pas, coupable de chercher encore la proximité du désastre, de répéter la faute humaine, non pas de la raconter, de la répéter, coupable de pratiquer sur l'homme des prélèvements infects pour les porter au niveau de la langue et des narines, coupable de se rendre inconciliable avec la paix, d'aller chercher les forces de la catastrophe. La littérature n'est ni propre, ni convenable, n'a rien à voir avec l'élégance, elle est obscène, sous-consciente de ses enjeux, héritière de la pensée sorcière dont Michelet révéla le sens, un pouvoir mineur, lunaire, siégeant entre les lèvres du vagin de Bobo, contraire au soleil écrasant. Merci. L'état des sentiments à l'âge adulte. Alors je sais que Noémie avait prévu de lire autre chose au départ, donc c'est un peu moi qui force l'organisation. Mais bon, l'état des sentiments à l'âge adulte, le dernier roman de Noémie Lefebvre, qui n'est pas non plus un livre de développement personnel, hein, le titre ne le laisse pas entendre tout à fait. C'est un exercice de voix par lequel s'énonce, moi je le vois un peu comme un exercice de voix singulière par lequel s'énonce l'histoire d'un certain Victor Hugo, un vieil homme livré aux soins de deux femmes, la narratrice et sa collègue Mariama. Mais c'est aussi l'histoire d'une certaine, je reprends une des expressions présentes à un moment clé du roman, l'histoire d'une certaine disposition à la vérité qui régit la société secrète des êtres humains en dépit des codes ou des figures imposées. Et je signale que le premier roman de Noémie, L'autoportrait bleu, était déjà, sous des formes tout à fait différentes, une variation vocale sur cette disposition à la vérité et sur le risque de son échec. Donc aussi un petit extrait pour entendre ce jeu de voix, peut-être. Français, je vais vers la fin du roman, donc on est dans un espace public. Pour situer, le Victor Hugo en question est à l'hôpital et il est à l'autre bout de Paris. Il habite dans Paris, je vais le voir au sud.
Et donc je passe au jardin des plantes. Pourquoi j'étais au jardin des plantes? Pas une destination, mais sans doute un moyen d'échapper aux destinations. Personne n'irait me chercher là. Et je pourrais retrouver par les plantes une sorte de raison d'être. Me retirer ainsi avec les plantes de tous les sentiments à l'âge adulte qui commencent à peser d'un poids pénible et trop difficile. J'ai marché dans les allées sous les nuages océaniques d'assez belle qualité. J'ai fumé ce tabac qui va finir par me tuer avec de terribles souffrances et j'ai éteint mon portable parce que ça ne me procurait plus la petite jubilation. Cette possibilité d'envoyer des messages et de téléphoner à mes potes, les contacts, dont les affaires devaient marcher. Les gens comme ils étaient regardaient les étiquettes qui expliquent les plantes et s'intéressaient à toutes sortes de savoirs botaniques qui ne m'intéressaient pas. Il y a des savoirs auxquels on n'est pas forcément disposé, comme par exemple la botanique. On a beau trouver poétique le savoir botanique qu'avoir l'idée de ces beautés botaniques, mais c'est pas pour autant que le cerveau retient les noms latins et poétiques inventés par les botanistes. Il y avait les gens penchés sur les plantes et les étiquettes, avides de ce savoir qui n'avait pour moi aucune sorte de nécessité. Il aurait fallu sans doute, pour que s'éveille ma curiosité botanique, une tranquillité d'esprit que les gens, comme ils étaient, penchés pour examiner les plantes et lire leurs noms compliqués, devaient certainement avoir. Leur esprit disposé devait baigner dans un liquide cérébral bien tempéré, limpide et calme, et pas dans une eau trouble et agitée avec des éclairs zébrés de connexions neurologiques incontrôlées. Un calme cérébral idéal, adapté à la nature domestiquée d'un jardin extraordinaire, un calme intérieur ouvrant des perspectives intelligentes au-delà des perceptions pures de l'immédiat auquel tout chez moi était limité. Je devais être dans cet état immédiat où on est contraint, quand le futur est déjà plié, ce futur plié à broca, qu'il s'agit de ne pas précipiter. Et puis je me suis arrêtée en face des kangourous de Paris, qui n'avaient pas l'air de s'en faire, qui ne se sautaient pas très haut ni très loin, en petits bonds. J'ai regardé les kangourous, mais je ne dirais pas que j'avais pour autant vraiment ces kangourous dans la tête. Non, on ne peut pas dire que j'observais ces kangourous pour découvrir les kangourous, mais pour le détachement. Les kangourous détachés par l'espèce et par les préoccupations en dehors des échanges personnels. La proximité détachée des kangourous, c'est les kangourous qui n'avaient aucun rapport. Des kangourous au langage obscur pour tout individu non kangourou. C'est exactement ce que je voulais rechercher. Merci. Moi, je dois dire que je suis allé voir les kangourous du Jardin des Plantes après pour vérifier qu'ils étaient... C'est ça la puissance de la littérature. Et puis, le dernier texte qu'on va évoquer en prélude, disons, c'est Si les bouches se ferment, donc, d'Alban Lefranc, qui est la réécriture donc, des Fous des bouches des arbres, qui est une fiction d'identification critique à Bernhard Vesper, poète et éditeur, suicidé en 1971, le fils d'un terrible poète nazi et le mari de la fameuse Gudrun Ensslin, une l'égérie de la fraction Armée Rouge en Allemagne. Et il me semblait également utile pour notre réflexion, en tout cas comme point de départ, d'évoquer la façon dont Alban traverse des identités dans Fassbinder, La mort en fanfare, dans Vous n'étiez pas là, qui est un très beau texte sur Nico, ou dans Le ring invisible sur Cassius Clay et Mohamed Ali. Et à chaque fois se joue la possibilité ou non de défaire, de refaire l'identité imaginaire de ces figures très célèbres, historiquement situées, esthétiquement définies, idéologiquement marquées. Et ici encore, ce sont des choix formels qui importent autant que les implications politiques du récit. Et donc voilà, je pensais peut-être à Alban, si tu pouvais lire un des passages de ce texte. C'est moi Vesper, le suicidé. Ophélie Malle, made in Germany. Revenu de 17 tentatives avortées. Le fils increvable, le pneu sans usage. Et ma pensée roule d'une oreille à l'autre sans jamais s'interrompre. Et mes os craquent sous ma pensée. Je suis incapable de m'arracher la langue. C'est ainsi, je le confesse, je ne le nie pas. Je suis incapable de m'arracher la langue. Sans même parler de me crever les yeux. Les traditions les mieux établies se perdent. L'Allemagne n'est pas la Grèce. Et ma pensée roule d'une oreille à l'autre, sans jamais s'interrompre. Et ma bouche ne se ferme jamais.
Je marche dans les rues muettes, la nuit, j'entends mon pas mêlé à un autre pas. Je marche dans le pas de l'homme qui me suit. Je passe dans l'homme qui me suit. L'homme qui me suit cogne ma nuque. Je suis l'homme dans mon dos qui me suit, qui me cogne la nuque. Je me dépouille de mes vêtements, ou je me viole. Je ne sais pas ce qui se fait dans ces cas-là. Je connais mal les usages. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je sais à coup sûr que c'est une chose digne d'être vécue que de me cogner la nuque. Je sais qu'il est juste et bon de donner des coups de pied à mon corps couché sur le bitume. Et ma bouche témoigne contre moi. Ophélie n'existait pas avant de se foutre à l'eau. Elle minaudait. Elle emmerdait tout le monde. Mais dès qu'elle dérive entre les gens, quel cadavre, quel effet sur les vivants. Quelle secousse sur son Hamlet. Et ma bouche ne se ferme jamais, et je viens témoigner contre vous. C'est moi Vesper, le suicidé, Ophélie Mâle, Med in Germany, revenu de 17 tentatives avortées, le fils increvable. Je reviens toujours livrer le commentaire ultime après les batailles et les désastres, et je ne me crève pas les yeux. Mother, 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 gémit Hamlet le gémissant, ce pitre pathétique, jusqu'à ce qu'il perce Polonius d'un coup d'estoc rigolard. Oh, un rat, un ducat qu'il est mort, jubile le prince assassin. Et tout va mieux, et les choses s'accélèrent. C'est moi, Vesper, le suicidé, Ophélie Mâle, Made in Germany. Ma langue est pleine de nazis. Je suis rempli à ras-bord de défis, des bras tendus, de cris. Mon corps, mes gestes palpitent encore d'une vieille ivresse de soumission, sans moustachio. Ça continue encore un petit peu. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était un premier tour de piste pour entendre quelque chose de ce que vous écrivez. Mais je pense que maintenant, on peut entrer dans la discussion. Alors, storytelling ou pas, fiction littéraire contre storytelling, agitation de la cause. Hein, on avait parlé ensemble un petit peu de Karl Kraus comme un des penseurs qui pouvait éclairer la discussion, mais je crois que Noémie a prévu une déconstruction du storytelling en actes. Donc peut-être on peut commencer par là. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais bon, je veux pas éluder complètement le sujet storytelling littérature, bien que ça ne me concerne pas complètement en fait. Ça concerne et ça concerne pas. Je suis pas sûre que ça soit un vrai problème ou ça ressemble un peu au faux problème de Bergson. Mais bon, on peut jouer quand même avec. Et puis éventuellement, l'idée c'est peut-être de faire du storytelling un matériau littéraire. Donc, je me suis un peu amusée avec ça. Si Alban peut bien m'aider, on peut. Voilà. Selon une étude, 73% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale. Et ce n'est pas une de ces études en l'air, elle est internationale et a interrogé plus de 10 000 personnes. Voilà qui est dit. Il faut prendre la mesure du problème. Ce n'est pas que les consommateurs ne s'intéressent plus à ce qu'ils achètent, bien au contraire. Et c'est bien ce qui doit inquiéter les marques. Les consommateurs font des investigations comme jamais avant de passer à l'acte d'achat. C'est en réalité une nouvelle consommation qui se met en place, une nouvelle histoire vécue avec les produits. Et les marques n'ont pas de réponse satisfaisante pour le moment. Elles ne font pas partie de cette histoire. Et pour une raison simple, cette nouvelle consommation est tournée vers la qualité du produit et vers l'entreprise, pas vers la marque. Qu'est-ce que le story, qu'est-ce que la littérature peut faire pour les marques en danger ? Alors, l'objectif n'est pas de duper, mais simplement d'être plus performant pour être plus efficace en management, marketing et ailleurs. Il nous faut des méthodes pour mettre des récits au service des entreprises et des organisations. Donc pour ça, j'ai fait venir M. Georges Bataille, qui me dit là, je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et s'y tenir. Un récit est à la fois élaboré et simple, et surtout un outil d'efficacité entrepreneuriale. Alors, M. Beckett, qui est là, me dit il fait froid, dit Camier. Il faisait froid, en effet. Il fait froid, en effet, dit Mercier. Les hommes ont toujours communiqué, cherché et donné du sens au monde avec des récits. Qu'est-ce que je vous sers, dit le garçon. La même chose, dit Mercier. Vous n'avez encore rien consommé, dit le garçon. La même chose que monsieur, dit Mercier. Le garçon regarda le verre de Camier, il était vide.
Je ne me rappelle plus ce que je vous ai servi. Moi non plus, dit Camille. Quant à moi, dit merci, je ne l'ai jamais su. Une bonne histoire. Il fait froid, dit Camille. Il faisait froid, en effet. Il fait froid, en effet, dit merci. Rappel, une nouvelle littéraire est un texte court, intense, avec peu de personnages et sans détails inutiles ou de longues descriptions. Alors là, je me suis appuyée sur un auteur qui s'appelle Les Demi-Écrémés U. Donc il a fait un texte trop long, que je vous lis quand même. Ce lait a été porté à une température de 140 degrés pendant un temps très court. Ce traitement vous offre l'assurance d'une longue conservation à température ambiante avant ouverture de la bouteille. Cette bouteille étanche et opaque protège son contenu de l'air et de la lumière. Recyclable, elle contribue au respect de l'environnement. Donc vous enlevez beaucoup de mots et ça fait ce lait porté pendant un temps très court à température ambiante contribue au respect. Le storyteller dit « J'ai toujours écrit et créé des contenus, mais surtout des choses très sérieuses, professionnelles. » Par exemple, Nestlé, qui est un très bon storyteller, il dit « Et vous, c'est quoi votre moment ricoré ?» Le storytelling se construit sur des bases émotionnelles, comment le dessinateur suspend sa distance critique pour entrer dans l'histoire, pas comme Jean Moulin, pour entrer dans l'histoire de l'histoire, et s'abandonner à la fois au sens et aux émotions. Donc abandonner sans émotion, ça veut dire que le storytelling est pour les filles, en fait. Et si la puissance, l'efficacité du storytelling tenait à la fois à ses effets émotionnels sur l'individu et à ce que ses émotions soient collectives. D'accord. Est-ce que ces émotions soient collectives, créent en quelque sorte de l'intelligence émotionnelle collective? Vous voulez dire du fascisme? C'est possible. Juste pour dire comment je situe ce genre de jeu-là, c'est que mon idée, c'est que le storytelling, si ça existe vraiment, c'est une croyance, hein, c'est un truc qui doit marcher avec la croyance, ça a des finalités constructives. C'est pour que les gens réussissent à acheter plus et à devenir plus forts et plus riches. Et la littérature, elle ne marche pas comme ça, me semble-t-il. C'est plutôt une sorte d'échec prémédité. Donc ça détruit. C'est de la destruction des sens qui sont supposés être construits comme ça. Et surtout, il n'y a pas de but qui magnifie comme ça quelque chose. Donc ça peut être magnifique, mais c'est pas dans cette construction, c'est plutôt dans, il me semble, une sorte de chute, une volonté de ne pas en être. Donc à partir du moment où on veut en être, ça, il y a quelque chose qui vient abîmer l'ensemble. Donc voilà, c'est mon point de vue. On ne va pas se plaindre de ne pas vendre beaucoup de livres. Bon, moi, je me suis posé un certain nombre de questions. Alors, une question qui est à l'intérieur de ce livre, Le paradis entre les gens. Comme on vous l'a dit, ça concerne un fait divers. C'est pas un assassinat, c'est un massacre. L'auteur de ce massacre a mangé sa victime. Et à la suite de ça, dans séjour en prison et aussi en hôpital psychiatrique, il a été libéré et il est libre aujourd'hui au Japon. Et pendant un assez grand nombre d'années, il a été une figure médiatique au Japon. Et il a joué son propre rôle dans des shows télé. Et moi, en écrivant ce texte, j'avais conscience, et c'était, une des dimensions avec laquelle il fallait écrire en conscience. J'étais consciente que je participais à la médiatisation de
ce meurtrier et à l'oubli de sa victime, puisque moi j'ai moins connu en réalité la victime, puisqu'en fait j'ai échangé une correspondance avec le meurtrier. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que lui, il a raconté son histoire, il a fait peut-être ce qu'on peut appeler ici du storytelling. Je ne sais pas trop s'il faudrait vraiment définir avec précision ce qu'est cette petite chose-là, mais bon. En tout cas, il a raconté son histoire et il a vendu son histoire aux médias, très tôt. Et moi, bien qu'entreprenant un livre qui m'est non seulement très personnel, mais oui, un peu indispensable, enfin, je ne sais pas trop, ouais, on ne sait jamais ce qui est indispensable, on peut toujours passer de tout, mais en tout cas, qui est quelque chose de viscéralement lié à mon existence, même en faisant ça, enfin en faisant ça plutôt, j'avais conscience de relayer ce qu'il avait construit comme histoire autour de son propre personnage. Donc oui, il y a une porosité entre les deux, et moi je ne vois pas la différence entre ce qu'on est en train de faire littérairement, c'est-à-dire, eh bien oui, au fond, faire adhérer le lecteur à quelque chose, à un récit d'ailleurs, parce que même dans Mercier Camier, il y a du récit, et les mécanismes de raconter une histoire dans le cadre de ce que vous appelez storytelling. Alors après, je me suis posé une autre question, qui est plus directement liée à ce qu'on est en train de discuter là, c'est comment ça se fait que le pouvoir ait besoin de se faire aimer. Alors peut-être que c'est lié au pouvoir démocratique. On se dit, ben oui, forcément, parce que finalement, pouvoir démocratique, on achète un peu... bon, voilà. C'est lié aussi à une société démocratique, puisque même à l'intérieur des entreprises, et là on a parlé pas mal d'entreprises, et moi c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est plutôt le pouvoir à l'intérieur des entreprises, le management, donc. Et on se dit, ben oui, le management a besoin de se faire aimer, d'une part de ses salariés, parce que quand même il vaut mieux la paix pour faire marcher le commerce, et puis d'autre part, en effet, de ses clients qui commencent à s'intéresser de près à ce qu'on fabrique, etc. Mais en fait, quand on lit des ouvrages sur les dictateurs, des ouvrages sur le tyran, par exemple, une sorte de dialogue qui s'appelle Hieron, le tyran, qui est un texte antique. En fait, le tyran exprime une sorte de souffrance de ne pas être aimé, comme si c'était intrinsèquement lié à l'exercice du pouvoir, cette nécessité de se faire aimer. Pourquoi les régimes dictatoriaux comme le régime nord-coréen ou comme l'URSS au grand moment de la dictature, pourquoi ces régimes-là ont-ils eu besoin de réviser l'histoire? Pourquoi ont-ils eu besoin de raconter autrement, de raconter une autre version des choses alors qu'ils avaient le pouvoir de contrainte physique sur les corps? Donc qu'est-ce que c'est ce rapport entre l'exercice du pouvoir et se faire aimer, donc provoquer l'adhésion émotionnelle de ces sujets? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse en fait, mais c'est la question que je me pose. Juste un mot peut-être sur la première partie, parce que dans le récit sur Sagawa, il y a une sorte d'échec du récit lui-même, enfin, d'échec de l'écriture. L'écriture réfléchit sur son incapacité, finalement, malgré tout, même avec la reprise à distance, son incapacité à prendre avec elle cette histoire et à l'assimiler au sens même physique du terme. Donc d'une certaine façon, la différence, elle se fait, la différence avec le storytelling de Sagawa, par exemple, elle est quand même là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un échec volontaire presque du récit de ton côté, plus que du côté justement de l'usage public de Sagawa, de son histoire. Enfin, c'est juste une remarque. Oui, non, c'est juste
ce que permet la littérature, c'est d'écrire, mais ça demande vraiment aussi au lecteur d'accepter ça, d'écrire sur l'incompréhensible, c'est-à-dire sans essayer d'élucider ce qui n'est pas élucidable. Comment prétendre élucider ce crime? C'est pas que c'est impossible, mais c'est que ça doit rester l'obscurité, ça doit rester l'obscurité, la ténèbre humaine. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on évoque beaucoup la littérature en termes de manque, d'insuffisance, ou de... Enfin, on s'entend, je pense. Pour moi, elle est beaucoup du côté de la puissance aussi. Parce que capable, justement, beaucoup mieux capable de rendre compte d'une opacité du réel, d'une épaisseur plus grande, plus complexe du réel. Donc moi, j'ai le sentiment, dans ton livre, par exemple, Nicole, moi j'avais rien lu sur cette histoire, mais il me semble que c'est plutôt justement par ton livre que j'ai une chance de la comprendre ou de l'appréhender. Donc si on installe un rapport de rivalité avec le storytelling, moi je pense que la littérature triomphe largement, parce que il y a aussi autre chose. J'ai essayé de réfléchir à cette question, c'est compliqué parce que c'est très vaste, effectivement, les termes ne sont pas extrêmement définis et tout, mais il y a quelque chose qui me frappait si on reste un peu dans cette opposition facile, storytelling, littérature. J'avais le sentiment que la littérature, elle est surtout capable, enfin les livres qui me passionnent en tout cas, sont capables de penser la contradiction. Vous savez, il y a cette chose extraordinaire que l'idiot de Dostoïevski, au départ, le prince Mishkin et Rogojin, c'est un même personnage. Et c'est vraiment il y a un coup de force comme ça, il y a une espèce de putsch intérieur, à un moment donné, Dostoïevski choisit de les distinguer, quoi. Et dans un autre ordre d'idées, il y a dans la pensée, je lisais comme ça un livre d'Emmanuel Trévi sur Pasolini qui s'appelle « Quelque chose d'écrit ». Et dans ce livre, il dit une chose, il évoque le dernier Pasolini et la façon dont Pasolini commence à s'intéresser à la pensée mythique. Et il dit, voilà, une des choses très, très fondamentales dans la pensée mythique, il évoque Mircea Eliade, c'est le fait que pour être parfaitement une chose, il faut être aussi son contraire. Et alors l'exemple un peu canonique, c'est Tirésias, par exemple. Tirésias, il est devin, Tirésias c'est le devin de Diproie, qui revient dans pas mal de tragédies, pas mal de mythes, etc. Il a, je ne crois pas beaucoup me risquer en disant qu'il a, selon le mythe, cette capacité divinatoire parce qu'il a été femme et homme. Voilà. Et qu'il est aveugle, en plus. Voilà. Mais du coup, là, ce qui nous renvoie du côté d'un manque comme Homère. Oui. Mais là, c'était ce qui m'intéressait, c'était vraiment le pouvoir ou la capacité qu'ont les grands livres à penser, à faire agir, à déployer des contradictions. Et du coup, moi, le réel... en fait, on critique le réalisme, ou un certain réalisme, donc mettons un certain type de storytelling, toujours au nom d'un réalisme supérieur. Qu'on suppose supérieur. Et il me semble qu'on ne peut penser appréhender le réel qu'en tenant ces contradictions-là, quoi. Je ne sais plus il y a cette phrase géniale qui dit pour prouver qu'un auteur est contradictoire, il faut qu'il soit impossible de le concilier. Et voilà, donc moi il me semble que la littérature est vraiment du côté de cette puissance-là, de faire avancer, de déployer la contradiction. Dostoïevski, vous vouliez répondre? mais d'où le choix. Moi, je voulais éventuellement que tu poursuives un petit peu, parce que donc on oublie la comparaison avec Dostoïevski, on est d'accord, mais d'où le choix quand même de ces figures extraordinairement ambivalentes que sont Vesper. C'est comme ça que tu choisis tes objets d'écriture aussi, non? Nico, Vesper, Cassius Clay et Mohamed Ali, par exemple, c'est quand même une figure aussi de cette ambivalence mythique, non? Ou c'était un propos plus général?
Oui, oui, c'est certains qui sont pris effectivement dans les tensions et les contradictions. Mais après, dans ces livres-là, en tout cas dans le dernier, le mythe n'est pas si présent que ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'est des personnages pris dans une... moi, un autre exemple, je trouve très frappant chez Kafka, c'est le rapport pour une académie. Donc c'est un singe devenu homme, mais qui a gardé l'apparence d'un singe, et il explique que, bon, c'est très étonnant, il explique que voilà, il a été capturé en Afrique, et qu'il est enfermé dans une cage, et qu'évidemment toute l'agilité humaine qu'il peut voir lui paraît une farce, hein, à côté de son agilité à lui, mais qu'il est vraiment dans une impasse. Kafka écrit, je n'avais plus d'issue, quoi. Et c'est à partir de là qu'il va déclencher, qu'il va apprendre la parole, qu'il va déployer des puissances. Et des devenirs, quoi. Si on prend un peu le vocabulaire deleuzien dans son cas. Mais c'est un peu ce qui m'avait frappé, ce que j'avais retenu dans la conférence un peu inaugurale de Christian Salmon. Oui, peut-être que la littérature, c'est aussi, il disait ça, de créer, d'inventer des façons de sortir de situations sans issue, quoi. Donc effectivement, Fassbinder, par exemple, comme je le réinvente, Fassbinder est dans une situation de crise politique terrible. Et moi, je choisis de charger de sens une séquence bien particulière chez Fassbinder. C'est le moment de 77, crise politique terrible dans le pays, vague terroriste, détente dans les rues, etc. Paranoïa généralisée. Et que fait Fassbinder, mais là, moi, j'ai surchargé ça, puis je faisais une performance avec Julien Lacroix là-dessus. On s'était dit, bon, en fait, c'est une puissance d'extériorisation. Notre performance, on appelait ça la Fassbinderologie, parce que de façon un petit peu amusante, un petit peu exagérée, on avait voulu créer une science à partir de ça, mais dans une situation d'impasse totale, dans cette situation de paranoïa, Fassbinder, plutôt que de produire un discours de plus, qui serait tout à fait légitime, hein, plutôt que de produire une analyse, ce que font un certain nombre de ses petits camarades de cinéastes, choisit, de façon très étonnante, et c'est un film que je vous invite à voir, L'Allemagne en automne, parce que c'est vraiment aujourd'hui encore très stupéfiant, choisit de se filmer dans l'intimité avec son copain, dans sa paranoïa, dans les effets de crise. Donc il y a une façon vraiment d'extérioriser la crise, de la prendre à bras-le-corps, de ne pas l'analyser, mais de la montrer. Et en la montrant, de saisir le cœur d'une époque. Donc moi je suis assez sensible à ce type d'approche qui passe beaucoup par l'affect, en fait, qui n'est pas discursive, qui n'est pas intellectuelle, et qui passe beaucoup plus par une saisie des affects d'une époque. Donc dans mes livres, c'est un petit peu ce que je cherche à faire, oui. Saisir ou décrire les époques par des affects physiques. Je rajouterais sur les livres d'Alban, ce que je trouve assez frappant aussi, c'est la manière dont son écriture et son investissement sur les périodes de l'histoire, Ali et puis dernièrement L'esper, c'est sa capacité à rendre, à actualiser des problématiques aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout la littérature historique, ça reste, à aucun moment on a le sentiment qu'il y a une plongée dans l'histoire qui soit une plongée juste informative ou descriptive, mais c'est toujours des outils, c'est comme s'il nous donnait une espèce de photo actuelle en 4D de moments extrêmement puissants et qui viennent frapper contre le quotidien aujourd'hui. Ça vient pas juste donner des idées ou montrer des mondes, ça vient frapper maintenant. C'est ça que je trouve très intéressant. Et dans ce sens-là, c'est forcément pas
c'est pas du côté des vainqueurs, c'est forcément du côté des critiques. Même si c'est pas une littérature critique, il n'y a pas d'étiquette dessus, mais c'est forcément du côté de ce qu'on ne peut pas attendre de voir de l'époque quand on la vit directement. C'est ça que je vois. Concernant justement le récit a posteriori des extrémismes, des mouvements extrémistes européens des années 60-70, moi j'ai remarqué que ça revenait beaucoup au devant de la scène littéraire. Je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais bon, il y a un roman de Jens Christian Grandal, par exemple, là-dessus. Il y a un roman américain qui a eu un assez grand succès aussi de Rachel Kushner sur les Brigades Rouges, enfin, centré sur les Brigades Rouges. Pas l'enlèvement d'Aldo Moro, mais quasiment. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Enfin, c'est un premier roman, je crois, d'une jeune américaine. Donc, il y a vraiment un retour sur ce récit-là. De ton côté, c'est quand même le choix d'une défocalisation, enfin, de choisir Vesper plutôt que Bader. Bon, c'est quand même un choix très, très caractérisé. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué ça aussi. Est-ce que ça correspond à un moment d'une confrontation de la littérature avec, je ne sais pas, des possibilités historiques ou des impasses historiques, retour sur ces extrémismes Non. Enfin, Ouais, ça, ces questions ne c'est sont pas difficile à préparées. dire Donc, de la journée, mais, enfin, Si on revient à Dostoïevski, par exemple, ce qui est très frappant sur les puissances de la littérature, c'est que c'est les démons de Dostoïevski, parce que c'est quand même un livre écrit par un réactionnaire déchaîné, qui vraiment déteste absolument les nihilistes, et c'est un livre prodigieux. C'est un cas magnifique, enfin, exemplaire d'un livre qui est beaucoup plus intelligent que son auteur, parce que vraiment dans sa capacité à prêter la parole, à faire vivre ces personnages, cette ronde de nuit de grands cinglés, voilà, il a une capacité à les faire vivre, à leur donner existence qui dépasse très, très certainement son intention première. Enfin, moi, sur ces questions-là, je trouve que sur la question du terrorisme, c'est un des livres les plus sidérants qui soit pour moi les démons. En fait, on est hanté par Kafka, Dostoïevski, Victor Hugo. Et Nicole, dans quelques mails qu'on a échangés auparavant, des mails un peu laconiques et elliptiques, me disait je vais parler du Burois. Mais j'allais dire pas le bon Burois, ou le Burois 2, non, c'est pas. Donc, est-ce que éventuellement tu peux m'expliquer ce mot et dire ce que vient faire le Burois dans l'histoire, même si évidemment on peut disserter sur sa fonction anti-storytelling, malgré tout. Peut-être que tu peux nous expliquer. Oui, j'ai réécrit Uburois d'Alfred Jarry, donc j'ai fait un remake d'Uburois d'Alfred Jarry. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parlais. Oui, il paraîtra en septembre. Et alors c'est pour ça que je me suis intéressée aux tyrans et voilà, et que j'ai ça présent à l'esprit. Mais oui, ce qui est, ça a vraiment fait tilt quand tu as cité parmi les propositions de Citon dire tout et son contraire, ce qui est la doxa de Jarry, puisque c'est l'équivalence des contraires pour Jarry. Et c'est vrai que ça peut aller loin, c'est presque mathématique, c'est-à-dire que ça fait sortir du cadre de référence, ça fait sortir du système dans lequel on se trouve et dans lequel on a nos représentations. Donc voilà, que dire du Burois, à part le fait que cette langue, ça aussi, ce qui est désopilant et assez fascinant, c'est que le personnage d'Ubu dit crûment la vérité, que tout le monde s'emploie à voiler de litotes, d'un certain nombre de figures de rhétorique
qui, encore une fois, préserve la paix au fond. Parce que tout est là. Et que justement, le grand scandale, c'est de dire tout cru, votre tête ne me revient pas, je vais vous tuer et vous faire souffrir, parce que ça m'arrange, parce que ça m'enrichit, par exemple. Il avait placé son fauteuil au centre du côté long de la longue table au plateau luisant sous les veilleuses, selon la méthode « moi patron », réprouvée par la clique des consultants Nouvelle Cuisine qui préconisait le light, la conduite en images, drive-by pictures, le mur couvert de petits billets de toutes les couleurs. On perdait un temps fou, il fallait attendre que chacun eût détortillé sa phrase, pleuré un peu, sorti ce qu'il avait sur le cœur, du social, et dépêché dans le tréfonds d'une tête pleine de purée, une idée sans consistance qu'il fallait écouter en opinant du bonnet. Mais quoi? Il présidait, il décidait, c'est-à-dire pour le moment qu'il tapait des 10 doigts sur la cajou vernie en attendant l'action, car il fallait agir avant que les esprits n'eussent le temps de se prémunir. Autour de lui, les places étaient distribuées à ses hommes, girons, piles et cotis, hérités de bordures. Ils avaient eu le nez de voir tourner la roulette et de saisir au vol la bille à la sortie sur le bon numéro. Bille était là, avec ses 2 haltères, mis dans les dièses. Le triangle s'était glissé dans un intervalle de la nouvelle équipe et attendait. Quoi? Serrer les fesses, croisant les doigts pour que rien ne tombât sur sa triple pomme, dont le bureau encore endormi entre les vitres noires qui donnaient sur la plaine, sur les lumières floues de la ville embrumée, le début des opérations. Sous l'œil vache de la vouivre qui prétendait lui servir de conscience, c'était la meilleure depuis qu'il avait touché le sommet et qu'il s'était assis dessus d'un mouvement, ma foi, naturel. Elle s'était intercalée, elle aussi, dans la place, à un de ces postes vagues dont on ne savait exactement pas le nom, relations publiques ou quelque chose où on rangeait les femmes, bien qu'à son âge, avec sa face élue, pas tout à fait le charme ad hoc. Elle soufflait un courant froid dans son dos pendant qu'il dirigeait la fatalité dont le coup de serpette devait servir ses affaires et sa réputation auprès des membres du conseil qui siégeaient depuis le rond-point élyséen où ils avaient leur déjeuner bimestriel à l'intérieur de l'épais nuage que leurs cigares formaient au sortir de leurs lèvres qui ne laissaient jamais passer un mot, et auprès du premier secrétaire qui se contentait de sourire, ou pas, mais qui avait par délégation la signature, et c'était de sa main que les surprises vous tombaient sur le rable, en provenance de ce non-lieu diffus où tout se jouait obscurément selon les lois du billard, au moment où la vie, baignée dans l'eau de rose, dans le miel et la fleur d'oranger, c'était sa main, même pas sa main, l'ombre subtile de sa main de premier secrétaire, qui pouvait, d'une passe dont il avait le chic, faire basculer tout seul le trébuchet sur lequel lui, Ubu, s'était juché en équilibre périlleux, l'action immédiate, médiatique, au tranchoir, l'action raide, directe, virale, impactante, n'importe, l'action à l'instant même de son premier matin. Les dossiers étaient sur le desk, évaluation des exécutives, boucle des exécutives, budget des exécutives, crochet à exécutive, couteau à exécutive qui nous coûtait la peau du dos pour un rapport épais comme une feuille de papier zouave. Convoqués tous ensemble à 6 heures, ils attendaient, dans le couloir, qu'on les fit avancer face à lui, qu'on leur permit de prendre place sur les chaises coques en plastique, puis qu'on passa en silence 39 minutes à régler le dispositif visioconf pour les exécutifs ultramarins, et que Madame sa funèbre, avant qu'il prît royalement la parole, lui eût soufflé de respecter strictement les règles du mangement éthique, car on ne savait jamais quelle caméra pouvait traîner, à savoir, premièrement, de veiller à les condamner avec bienveillance, deuxièmement, de ne les savonner qu'à mots doux, troisièmement, de rester, attention, impeccable, courtois, modéré, civil, souriant, télévisible, sans un mot plus haut que l'autre, et tout ce qui lui courait sur le système. C'est ce qu'il fit. J'ai l'honneur de vous annoncer que je vais valoriser mes options, enrichir la holding, supprimer les exécutives, dégraisser les salaires et engraisser les avantages de DG. Merci, un bel exercice anti-storytelling alors, pour le coup. Finalement, on a parlé plus de l'entreprise que du pouvoir.
c'était nécessaire aussi dans le cadre des débats de ce programme. Est-ce que peut-être on peut ouvrir la discussion avec la salle, que nous ne voyons qu'imparfaitement? Il y a un micro pour... Merci beaucoup à tous les trois. Et moi, je me pose une question. Enfin, je voyais un parallèle entre vos 3 dernières œuvres, qui était la relation au corps, à l'importance du corps. Parce que finalement, vous dites qu'il n'y a pas une grande différence entre le storytelling et l'œuvre. Enfin, il y a un côté un peu provocateur dans ce que vous disiez. Il n'y a pas de différence entre le storytelling et la littérature, mais enfin, tous les trois, il y a un goût pour le corps et soit sa déliquescence, soit sa force, en tout cas sa force d'irruption, enfin, que ce soit dans le paradis entre les jambes, l'importance du corps, de la femme dévorée, mais aussi du corps de la femme autobiographe, et de la honte de son corps. Et je pensais à Nico, où il y a aussi l'image où elle veut faire oublier l'image du corps de femme, et au cul des vieux, et dans l'état des sentiments à l'âge adulte, et au chantage de Victor Hugo par rapport à la déliquescence de son propre corps. Et je me demandais justement si c'est pas le corps qui pouvait avoir une sorte de différence. Non, c'est ce qui n'est pas propre, enfin, la littérature, ce qui n'est pas propre, ce qui pourrait être dans l'imprévu, ce qui peut être dans l'irruption, contrairement au storytelling qui serait linéaire et qui serait justement dans la propreté, dans l'hygiène. Et si tous les trois vous ne partagez pas en fait cette force de l'imprévu du corps. Oui, moi je viens dire que le corps c'est toujours obscène. Alors c'est ça qui est intéressant. Et c'est que du coup, c'est quand même, et justement, c'est peut-être une hypothèse de réponse sur le pourquoi le pouvoir veut se faire aimer. C'est parce que l'obscénité du corps empêche toujours, enfin fait toujours échouer le lissage et l'intégration dans l'ordre. Donc oui, c'est notre espoir. Ouais. Moi, sur la question du corps, je ne l'ai pas pensé en écrivant. Il y avait des corps parce qu'il y a des personnages, donc il faut bien qu'il y ait des corps. Et puis quand on est dit, il y a un corps aussi. Mais après, ce qui me paraît plus, je pense, c'est que pour moi, la violence politique hors la guerre, etc., enfin, une des violences politiques les plus terribles, c'est les violences évidemment de torture et de viol. Et que donc le soin donc le livre commence par un viol de Alasoft, on va dire, si ça existe, qui ne dit pas son nom en tout cas. Et la recherche d'une sympathie pour le corps, qui comme élément favorable à la vie, et un élément contre-politique aussi. Une manière de faire du contre-politique, c'est aussi de faire attention au corps des autres, au sien, mais c'est pas je me sens bien dans mon corps, donc maintenant je vais m'intéresser. Si on fait attention au corps des autres, on finit par aussi faire attention à ce que ça veut dire être quelqu'un. C'est plutôt ça qui m'intéresse, bien que je comprenne bien ce que dit Nicole aussi. Non, mais j'ai rien ajouté, je suis parfaitement d'accord. D'autres questions aussi éclairées? Bonsoir, merci à vous quatre. J'étais vraiment très intéressée et en même temps je m'interroge sur l'affirmation du fait que, l'affirmation de la négativité de la littérature. J'ai l'impression d'entendre chez vous trois, avec des variations, le retour d'un pouvoir qui serait fondé sur simplement la force critique de la littérature et sa façon d'assumer la contradiction, ce qui ferait sa distinction par rapport au storytelling. Ce que je trouve assez convaincant, très fort, mais je me demande si c'est pas essentiellement héritier d'une littérature telle que définie au XIXe par le romantisme, en particulier le romantisme allemand,
Et je me demande si la littérature contemporaine, aujourd'hui, n'a pas cette envie justement de... Non pas d'arriver à une troisième phase, hein, après la négativité, mais en tout cas s'il n'y a pas, peut-être avec ce qu'Emmanuel évoquait, avec le retour de l'histoire, le retour peut-être de la question des valeurs, s'il n'y a pas une aspiration quand même de cette littérature dont le pouvoir était essentiellement critique, parce que négatif, à revenir vers un pouvoir qui serait plus positif et que le storytelling ne représente pas parce que lui uniquement rhétorique. Mais justement, c'est ce que j'avais essayé de préciser à un moment, c'est que pour moi, la littérature est beaucoup du côté des puissances, justement. Alors on peut prendre les termes de Deleuze du côté du devenir animal, etc. Mais c'est pour ça que je parlais de... Mais laissons tomber même Kafka, zone d'Apollinaire, voilà. Enfin, moi, je me place complètement dans... J'aimerais beaucoup lire des choses comme ça aujourd'hui. Une saisie de la simultanéité du monde, comme le fait Apollinaire dans Zone, bah c'est juste prodigieux, quoi. Et c'est du côté de la sensation, c'est du côté du ruissellement du monde. Je sais pas, je fais un petit déroulé rapide du texte, mais je sais même pas s'il y a un moment critique, enfin un moment critique, je veux dire, il n'est pas du tout dans la négativité, en tout cas, Apollinaire. Et c'est marrant, on ne l'évoque pas beaucoup à l'occasion du centenaire de la guerre, mais je connais mal ces textes sur la guerre, mais enfin, pour ce que j'en sais, ce dont je me souviens, un petit peu de loin, comme ça, c'est quand même très étonnant, parce qu'il est ébloui, dans mon souvenir. Donc il arrive à trouver des lignes de puissance sur le front. Il arrive à écrire à Loup, il arrive à trouver merveilleux les ciels éclairés par les obus, et c'est pas une posture dans son fauteuil place du Panthéon, quoi. Il est vraiment sur place. Donc voilà, moi mais après c'est des... Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table avec ça, c'est simplement des effets d'entraînement du discours, peut-être, mais aussi le livre de Nicole que celui de Noémie sont complètement du côté de cette opacité, de cette puissance du réel, du côté de la sensation. Moi, je vois pas les choses comme ça du tout. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, un livre littéraire n'est pas critique. Pour moi, c'est une action, c'est de l'action. Et ce qui agit, c'est l'accomplissement du livre même. Et donc, la force, elle vient de l'accomplissement du livre, du fait que quelqu'un ait entrepris d'écrire quoi que ce soit qu'il écrive, que ce soit du côté de la négativité ou de la construction, ou je sais pas quoi. C'est pas ça, en fait, qui agit pour moi. Ce qui agit, c'est que quelqu'un a mis sa force vitale dans l'accomplissement d'un texte, quel qu'il soit. Donc pour moi, la force de vie, et c'est exactement ce que tu dis dans l'exemple d'Apollinaire précisément. La force de vie, elle est dans ce qui a été engagé dans le texte. C'est vraiment Antonin Artaud, quoi. C'est-à-dire que il reprend une puissance en dépensant sa force dans le texte, dans la profération du texte, dans l'écriture du texte. Pour moi, c'est ça qui agit. Et en tant que lectrice, c'est ça qui agit aussi. Quel que soit le propos du livre. J'ajouterais un truc qui est vraiment... Je suis pas très fière, mais je le fais quand même. Des fois, je regarde je vais jamais sur Doctissimo pour me soigner parce que j'ai très peur des maladies, mais par contre, des fois, je vais voir les commentaires des gens sur certaines maladies, notamment psychiatriques. Et souvent, quand on lit des grands fragments sur ce que c'est que le tertian, je suis allée voir tertian, par exemple, qui est un médicament qui est très très répandu dans la psychiatrie. Et donc les gens, ils échangent sur le tertian. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des gens qui en ont pris beaucoup, pas beaucoup? Combien de gouttes?
Et en fait, je dois dire qu'il y a certains textes, je ne sais pas si c'est littéraire ou pas, je ne peux pas dire, ça m'est égal à la limite. Ils sont pétés de fautes d'orthographe, c'est l'envers SMS, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est des récits qui ne sont pas du tout dans l'autocontemplation de son propre malheur, mais dans une explication à d'autres d'un parcours vécu qui est pas du tout non plus dans le pathos, mais parfois il y a des choses qui sont extrêmement belles, enfin que je trouve extrêmement belles et précieuses. Et voilà, pour moi des fois c'est juste, c'est là où ça se passe, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une puissance, qui n'est pas une puissance avec un nom et un livre qui se publie, c'est pas une puissance, c'est une puissance de gens qui sont vraiment souvent très impuissants dans leur vie. Et puis c'est pas une puissance qui passe à la télé, c'est une puissance de rien, d'internet comme ça, mais qui littérairement fait sens, c'est-à-dire qu'effectivement il y a dans ces témoignages parfois cette sensation de la présence de l'auteur qu'on sent quand on lit un super livre, on sent la personne derrière. Moi j'aime bien ça. Enfin, à la limite, savoir l'étiquette de ce qu'on lit, c'est certainement important d'une certaine manière, mais parfois laisser tomber ça puis se demander qu'est-ce qui fait qu'une phrase vit, c'est pas ce qu'on attend toujours, quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que sur la question de la puissance, on doit y revenir, non, bientôt dans la cinquième séance de storytelling, fiction littéraire versus storytelling. Number 5, c'est pas bientôt ça, la semaine prochaine. La puissance se maintient à un niveau très élevé, Bon, du 1 au 5. du 1 au 5, c'est tout le temps très puissant. Peut-être une dernière question, et puis on va clore la séance, si vous voulez, sauf s'il n'y a pas de dernière question. Non, si. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire et qui m'intéresse beaucoup, parce que pour moi, la littérature, et en particulier la littérature de fiction, et c'est vrai que je n'ai pas entendu beaucoup parler de fiction, c'est justement de la puissance, de l'action pour rien, ou de l'action inhibée, ou de l'action empêchée. Le storytelling, en effet, ça fait agir, ça fait acheter. La littérature, ça peut faire... effectivement, ça peut modéliser les comportements et les attitudes, mais en principe, à mon avis, ça virtualise l'action, ou ça l'empêche, ou ça l'inhibe, ça reste imaginaire. Comment vous articulez cette idée de littérature comme action avec la fiction ? Un texte change les esprits. Par exemple, voilà ce que j'ai été amenée à écrire. Robert Walser, n'était pas lu de son vivant, de son époque. Et lui, il considérait d'ailleurs que c'était un échec littéraire. Mais depuis, Robert Walser a influencé un immense nombre d'écrivains, un grand nombre d'écrivains, bon, bref. Ça veut dire que sa littérature a agi. Et ça veut dire que ce soit une fiction ou que ce soit pas une fiction, le texte agit, parce que sinon rien, quoi. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas l'histoire qui agit, c'est pas l'histoire qu'on raconte. C'est pas le monde dans lequel on projette le lecteur qui agit. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour lui, le lecteur, dans l'expérience qu'il a faite en traversant un texte, en traversant peut-être une musique d'écriture, en traversant peut-être une ouverture sur quelque chose qui ne lui semblait peut-être pas concevable. L'action espérée, elle est là, et elle est pour moi complètement indépendante de la nature du monde dans lequel le lecteur peut être projeté par un livre.
Et puis, Kafka c'est vrai que avait lu c'est- Balzac. Kafka avait lu Balzac, mais on a lu Kafka plus que Balzac. Après, je suis pas sûr de répondre à votre question, mais pour moi, c'est du côté de la joie, et puis j'ai envie de la littérature. Et puis, il faut la lire tout haut, je pense, surtout. Il faut lire, lisez Zone d'Apollinaire tout haut, vous verrez l'effet était légal. Vraiment. L'effet, c'est pas l'action. Ah bon, moi je sais pas, je suis un peu perdu dans ces distinctions. Mais je sais pas si ça. L'augmentation de la capacité d'agir, si on est un petit peu spinoziste, c'est pas mal, non? La joie, c'est une augmentation de la capacité d'agir, c'est de l'action. Enfin, ça me semble acquis, moi, ça. Ouais, c'est peut-être la différence entre la joie et le bonheur, alors. Le bonheur du storytelling et la joie de l'écriture. Ouais. Je suis pour que la littérature soit pas critique. Je trouve que c'est une bonne idée qu'elle soit pas, en tout cas pas que ça, ou qu'elle se positionne pas en disant ouais, non, il faut qu'on soit critique parce que bon, comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Je trouve que c'est quand même compliqué, cette aspiration au silence qu'on peut avoir. Parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de presse, même beaucoup de trucs mauvais, bons, etc. Mais il y en a tellement que... moi, je sais que une des tendances, quand même, c'est pas tellement d'aller vers plus de monde, mais vers moins de monde. Moins de monde, c'est-à-dire plus de rapports vrais ou intimes, limités, anarchistes, plutôt, au monde où on n'est qu'en face des choses qu'on peut supporter. Je pense que les choses qu'on peut supporter, on en supporte beaucoup plus que ce qu'on peut supporter. Et parfois, les choses qu'on peut supporter, c'est juste très peu de mots. Là, je viens de lire c'est celle qui a lu tout. Je viens de lire un livre qu'Alban lui il y a des années sûrement, qui est une traduction de Karl Kraus qui s'appelle « Je n'ai aucune idée sur Hitler ». Et bon, je l'ai lu plusieurs fois parce que c'est un livre qu'on ne peut pas lire d'un coup, en fait, c'est pas possible. C'est trop par rapport à ce qu'on peut supporter. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment, il dit quand même que la littérature, c'est quelque chose que parfois qui est vraiment... Il faudrait arrêter un peu la littérature. En particulier, il y a des questions très importantes qui se posent sur les intellectuels dans les années 30, 34, 35, qui commencent à fulminer en Allemagne et en Autriche sur les dangers du nazisme pour la culture. C'est vrai que c'est un fait, hein, un vrai danger sur la culture, que va devenir la culture, la littérature, etc. Et lui, il dit, mais voilà ce qu'il dit. Alors c'est un peu plus les journalistes qui se prévalent de la culture, et c'est surtout à eux qu'il en veut. Il dit à quoi bon l'écrit du journaliste sur la difficulté d'une défense de la culture qui prouve bien ce qu'elle vaut, vu qu'elle ne bouge ni pour sa cause, ni pour la cause supérieure, ni pour les intérêts de l'écrit, ni pour le salut public de ceux qu'on n'a pas simplement privés de lecture. Et si surtout la perte de la culture n'était pas achetée au prix des vies humaines. La moindre d'entre elles, ne serait-ce même qu'une heure arrachée à la plus misérable des existences, vaut bien une bibliothèque brûlée. Alors bon, c'est un peu... c'est raide, hein, mais c'est vrai que moi j'ai quand même un petit problème avec ça en ce moment, parce que il y a Centrafrique qui va pas super bien, Rwanda c'est pas non plus encore très génial, la Syrie n'en parlons pas, donc il y a quand même un certain nombre de cadavres sur lesquels dont on a connaissance, une connaissance assez floue, et c'est pas que ça nous empêche d'écrire ni de vivre, mais ça nous empêche d'écrire de manière aussi insouciante que si c'était pas là. Donc il faut trouver quand même des formes d'expression de la liberté et de la puissance qui puissent ne pas blesser
ou enterrer les gens qui sont morts, quoi, ou blesser les gens qui sont en train de mourir. Moi, j'ai cette conscience qui m'empêche un peu d'écrire d'ailleurs, que on ne peut pas non plus faire comme si c'était anodin. On ne peut pas avoir cette activité en dehors. Enfin, là, je sais bien que mes amis elles sont d'accord avec ça. On ne peut pas être en dehors de cette conscience-là. Ça replace un petit peu une certaine relativité à ce qu'on fait. Et parfois, ça donne envie de faire court. Alors, là, je fais long, mais en fait, c'est donc faire court, c'est-à-dire la forme haïku, minimum, presque rien, qui fait qu'on arrive à quelque chose de vrai qui ne heurte pas. Bien, merci. Je crois qu'on va poursuivre la discussion. Krauss, Kafka, Walzer, Apollinaire, la puissance de la littérature contemporaine, elle est aussi très très étroitement liée à ces modèles-là, à des modèles qui on s'entend malgré tout, mais qu'on essaye de réinterpréter, qu'on essaye de revivre différemment. Et je propose qu'on poursuive la discussion en dehors de cette scène, en dehors des Sunlight. Je laisse à Daniel peut-être le soin. Donc merci beaucoup aux écrivains. Oui, juste un mot pour vous remercier vraiment de tout cœur, à mon tour, pour ces propos profonds et émouvants, si je peux me permettre, une impression personnelle sur la littérature. Pour dire encore, juste pour rattraper un petit oubli, parce qu'on sait certes la séance 4, mais du séminaire, c'est-à-dire que tu as juste omis la deuxième séance, celle du 27 mars, où Vincent Message a reçu Eric Reinhardt. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, la journée d'études n'était pas comptabilisée, c'est une affaire universitaire. Voilà. Toutes mes excuses. Pour dire aussi que donc là, cette séance du 27 mars, elle avec donc Vincent Message et Eric Reinhardt, ainsi que la séance de Gisèle Sapiro et Olivier Cadio, ces deux séances sont en ligne maintenant sur le site des archives audiovisuelles de la recherche, ainsi que dans les jours qui viennent sur le site de l'Aubeville, donc le LABEX Aubeville, qui, dans le cadre duquel ont lieu ces manifestations. Ouais. Je parle du roi, effectivement, oui. Enfin, c'est juste parce que voilà, c'est juste l'adresse du site, quoi, Aubeville. Voilà, Aubeville. Et pour dire aussi que, voilà, jeudi prochain, enfin, jeudi 12 juin, aura lieu la dernière séance de la saison 1, finalement, de ce cycle de rencontres. Et j'aurai le plaisir de retrouver donc, Christian Salmon qui s'entretiendra avec Hugues Jalon et Antoine Golodine. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous remercie.